Et c'est parti. Donc bonjour à tous et merci d'être là. Ça fait redite, mais ça fait tellement plaisir de voir des gens en vrai, pas parler simplement à une webcam. Donc là, on va parler d'Istio. Alors, si vous connaissez pas trop Cube, c'est pas trop grave. Les principes qu'on voit avec Istio sont applicables à tous, sauf qu'ils sont beaucoup plus mis en place et faciles à mettre en place dans un contexte Kubernetes. Mais on le verra ensemble. Premier état de fait, c'est que notre monde, il change. On a parlé il y a quelques minutes de développement avec des machines simplement. Ensuite, on est passé avec des VM. Et en fait, notre code, il a aussi subi ce changement. Grâce à une époque, en fait, on développait des applications qui étaient des gros monolithes avec quasiment tout dedans. Perso, j'ai travaillé encore jusqu'à il y a peu de temps sur une application qui contenait sa propre base de données SQL, in-memory ou file system, codée en Java. Donc, tout de la tête aux pieds, tourné dans un seul jar. C'était top, hein, super portable. Mais par contre, un peu chiant à gérer. Et depuis l'arrivée de Docker, donc début des années 2010, on a commencé à prendre le parti de scinder ces monolithes pour découper nos applications et potentiellement les faire communiquer avec d'autres biais, pas des méthodes, des appels de méthodes, mais plutôt de l'HTTP, gRPC, ce genre de choses. Et en fait, si on se représente ça à un niveau supérieur, des grosses boîtes comme Netflix ou Amazon, ils ont tellement de microservices qui tournent qu'on ne peut même plus les représenter sur un élément en 2D, sur un slide ou quoi que ce soit. C'est devenu impossible. Et gérer ça, à partir du moment où vous avez une application, la gérer en prod, c'est assez simple. Vous livrez, normalement, il n'y a pas trop de problèmes. Quand vous avez des milliers de microservices qui interagissent, là, il va falloir penser à orchestrer tout ça. Et l'orchestration de ces microservices, elle est arrivée avec Kubernetes, qui est vraiment un orchestrateur de services. Il sait gérer beaucoup de types de services. Le plus connu, c'est les conteneurs. Et en fait, grâce à lui, on va pouvoir faire des choses. Mais on ne va pas pouvoir tout faire. Il y a des choses que Cube, par définition, ne sait pas faire ou n'est pas fait pour. C'est-à-dire que lui, il va lancer des jobs, lancer des éléments à exécuter, mais par contre, il ne va pas forcément aller plus loin sur d'autres éléments. Et c'est là qu'Istio va rentrer en compte et va nous aider à aller un peu plus loin sur la brique, sur nos applications qu'on livre en production et qu'on veut voir fonctionner. Donc pour me présenter, je suis Kevin, donc Google Developer Expert sur la partie cloud, donc GCP et Kotlin. Donc moi je mélange des petites choses et très fan de la partie GitLab aussi. Et je travaille chez Gradle. Donc chez Gradle, je ne sais pas si certains connaissent, donc on a le build tool qui est l'élément qui vous permet de builder vos applications, que ce soit du Java majoritairement, mais aussi du C, C++, Go, Python, peu importe. En fait, on peut builder à peu près tout avec ça. Mais on travaille aussi sur des éléments qui permettent d'aller encore plus loin. C'est en fait la notion d'amener, et normalement vous devez être assez fan de cette phrase, c'est rendre les développeurs heureux. Éviter et vous fournir des outils qui vont vous permettre de ne plus vous prendre la tête. Et généralement, la prise de tête pour un dev, elle est entre le moment où on a fini d'écrire notre code et le moment où on a fini la compile, test ou quoi que ce soit. Et en fait, chez Gradle, on a des outils et on pense vraiment que c'est l'avenir après le DevOps qu'on vient de voir pendant les 10 dernières années. C'est la Developer Productivity Engineering. C'est l'idée d'amener le feedback le plus rapidement possible aux développeurs pour faciliter la vie des développeurs. Et si vous êtes content, généralement, vous shippez plus vite et vous envoyez plus souvent en production. Et en fait, on va le faire avec Gradle Enterprise, qui est un outil. Pas mal des éléments qu'on voit à ce niveau-là, on va les voir aussi avec Istio d'ailleurs, puisque l'idée c'est de mesurer les choses pour pouvoir savoir où on va et comment on va. On peut le faire sur notre code en prod, tout comme on peut le faire sur notre phase de développement. Et avec Gradle, par exemple, on va très facilement pouvoir éviter de lancer des tests si votre code qui a été modifié n'impacte pas le test en question. On sait déterminer ce genre de choses pour éviter de runner des tests qui ne servent à rien. Et au final, on va gagner du temps parce que vous allez tester que ce qui est utile, voire ne pas tester du tout les éléments s'il n'y a pas eu de changement et pouvoir livrer de manière sûre. Et ça, c'est vraiment top. Donc ça, c'était la partie de mon taf. Mais par contre, on utilise des technologies aussi qui tournent autour des conteneurs, de Docker, de Kubernetes, notre plateforme de prédilection tourne sur du Kube, dans du cloud, parce que majorité des clients qui tournent chez nous utilisent la version cloud, et on a certains éléments, pas tous, qui peuvent tourner avec un composant qui est Istio. Déjà là, je vous ai montré pas mal de technologies qui sont très buzzword. Faut faire attention. Quand vous voyez tout ça, posez-vous vraiment la question, est-ce que vous en avez besoin ?
Est-ce que avoir des conteneurs, avoir du Kubernetes, avoir de l'Istio, ça répond à votre besoin? J'ai vu et j'ai déjà travaillé avec des équipes qui déployaient dans un cluster Kube une application, une seule. Il n'y avait pas de microservices autour, il n'y en avait qu'une. C'est too much. Suffisez-vous d'un système type serverless ou même d'une simple VM, ça peut largement suffire. Donc la complexité que je vais vous amener avec les éléments et les éléments qui vont vous permettre de faciliter tout ça amène aussi une complexité. Et il faut le prendre en compte quand on délivre et qu'on utilise ce genre de techno. Donc on va maintenant creuser sur la partie Istio. Istio, c'est un projet open source. Donc déjà, tout ce que je vous montre là, vous allez avoir accès au code source de toutes les briques. Istio a été développé par Lyft, concurrent de Uber, IBM et Google. Donc Google, le papa de Kubernetes. Et ils ont travaillé ensemble en open source depuis la V0. Et quand je vous dis V0, c'est qu'ils ont tout publié. Vous pouviez l'installer, il n'y a rien qui marchait. Vraiment la V0, ils avaient prévenu. Malgré tout, j'ai connu des entreprises, et j'en ai interviewé pour cette présentation, qui avaient décidé de partir sur Istio avant même la version 1.0. Ils ont eu mal, parce qu'il y a eu des breaking change pendant. Vous utilisez un truc en bêta, qui est même pas bêta de parfois, en production, il faut s'y attendre. Mais en fait, c'est parce que cet outil répondait déjà à un besoin, alors même qu'il n'était pas terminé. Besoin dans le monde Kubernetes, dans le monde des applications en production. Aujourd'hui, Istio évolue très bien, très vite, avec un release cycle depuis la 1.1 qui tourne autour de 3-4 mois, où il délivre majoritairement en fait de la stabilisation. Les applis ne vont pas avoir 12 killing features par release, c'est juste que tout a été livré à la V0 et maintenant ça marche. Donc ça, c'est rassurant et ça marche beaucoup mieux que l'époque où on était avant la 1.0. Et c'est aussi pour ça qu'Istio a malheureusement une image qui est un petit peu écornée, c'est parce que beaucoup l'ont testé alors que le truc n'était pas sec. Ce projet est assez jeune, mais est-ce qu'on peut dire jeune quand un truc a 5 ans sur une plateforme Kubernetes qui en a que 7 ? Maintenant, si on part sur du Kube, ça a quasiment le même âge qu'Istio. Donc, dans le fond, c'est un projet qui est jeune, mais qui est extrêmement stable. Et avec des API qui ne sont plus cassés toutes les 3 matins et qui fonctionnent. Le but principal d'Istio, alors ça c'est ma partie préférée en tant que dev, ça va me permettre de faire ça. C'est-à-dire d'écrire des microservices qui vont être faiblement couplés à l'infrastructure, à des éléments autour, et qui vont être de qualité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'importe. Et je vais pouvoir le faire sans être accroché à une technologie. On travaille dans des conteneurs, mais très souvent, on a un panel de frameworks, de librairies, de langages, le langage que l'entreprise a développé depuis 10 ans et dans lequel ils veulent pas se séparer. Vous êtes obligé d'embarquer tout ça, il n'y a aucune doc nulle part. C'est chiant. Avec ce genre de technologie, c'est plus au code de faire certaines choses, ça va être à l'infrastructure. Et donc vous allez pouvoir, si vous avez besoin de faire un appel HTTP, vous n'allez pas être obligé de démarrer un microservice en Python, en Java, en quoi que ce soit. Vous pouvez simplement le faire avec une ligne de bash et curl, ça suffit. Et donc tous les frameworks qui sont très bons, d'ailleurs les Spring Security et toute la stack Netflix, ils sont très bons, mais ils vous bloquaient dans un écosystème qui n'était peut-être pas ce que vous vouliez. Donc grâce à ça, en fait, vous allez pouvoir sortir et faire vraiment, si vous avez de la BI à faire, vous allez pouvoir utiliser des outils BI alors que votre code stack d'entreprise ou quoi que ce soit est en Go ou en Python ou je ne sais pas en quoi. Vous pouvez utiliser ce qu'il faut pour la bonne chose. Et aussi, alors, on est majoritairement sur de l'infrastructure orientée Kube, mais techniquement, Istio a été pensé pour pouvoir fonctionner avec toutes les infrastructures. Donc ça pourrait être du Kube, il y a de la doc pour le faire, je ne sais pas s'il y a des clients qui l'utilisent, sur du Mesos, Marathon, Consul. Le KVM, c'est pour tout ce qui est virtualisation. Le cas le plus courant, c'est Kubernetes et DVM, si vous avez du mix. Sinon, ça reste Kubernetes malgré tout. Et avec Istio, en fait, vous allez pouvoir faire plein de choses. Et c'est ça, les clients avec lesquels j'ai bossé qui sont passés sur Istio, ça va vraiment être les aspects importants qui ont été source de décision d'y passer plutôt que de rester sur une stack Kube standard. Et pour moi,
représentation la plus intéressante d'Istio, c'est que c'est le premier outil avec lequel j'ai bossé qui me permet de suivre comment mes microservices en prod tournent, alors que dans mon IDE, quand je lançais une instance de l'appli A et que l'appli elle faisait un appel vers l'extérieur, mon IDE il m'aidait plus. Il me permettait plus de voir comment ça se passait de l'autre côté. J'étais obligé d'ouvrir un deuxième IDE. Istio a vraiment été pensé pour vous permettre de suivre tout ça de manière globale. Et on le verra avec une démo, vous allez voir. Donc l'architecture d'Istio. Si on détaille son architecture, on va d'abord voir où il se place par rapport au reste. Donc le reste, c'est Kubernetes. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est un orchestrateur de services. C'est pour nous une boîte noire qui va lancer des choses. Donc votre appli packagée dans un container majoritairement. Et son but, c'est juste de respecter ce que vous lui avez demandé. Vous lui avez demandé d'avoir 3 applications qui tournent en parallèle. S'il perd une machine, il va le redémarrer une machine et potentiellement ce qu'il a perdu sur une nouvelle. Son taf, c'est juste de faire que ça tienne. Votre appli, en haut, c'est une autre boîte noire qui reçoit généralement des requêtes HTTP, qui stocke un état dans une base de données et qui répond sur le même tuyau que au départ, la réponse en HTTP. Ok. Istio, il vient se placer au milieu. C'est un service mesh. Alors, c'est un autre buzzword, hein. Il va prendre le contrôle du réseau, là où Kubernetes ne le faisait pas énormément. Et grâce à ça, en fait, vu qu'il aura la main sur le réseau, il va vous fournir plein de fonctionnalités qui vont vous permettre de faire plein de choses. Moi, la première réaction que j'ai eue quand j'ai creusé le sujet, c'est que j'avais un petit souci d'overlap. Techniquement, Istio peut faire des choses que Kube sait faire, mais Kube sait le faire très bas niveau. Si vous connaissez les couches au niveau réseau, Kube fonctionne majoritairement au niveau 4 de la couche réseau, alors que Istio va être au niveau 7. Donc derrière, ça va vous permettre de faire des choses qui vont être beaucoup plus élevées. Vous n'allez pas travailler au niveau IP, mais par exemple au niveau protocolaire HTTP. Donc par exemple les network policy, qui sont 2 choses qui vont être contradictoires entre Kubernetes et Istio. Pareil avec votre app. Imaginez que vous ayez codé dans votre app un retry, parce que vous savez que le truc que vous allez appeler va planter. Vous pouvez le faire aussi avec Istio. Et Istio, lui, il ne sait pas ce que votre app fait. Donc si vous avez un retry au niveau de votre app et un retry au niveau d'Istio, vous allez avoir 3 x 3 par exemple retry, et vous allez potentiellement flouder le système en face à cause de ces retries. Donc faites attention à bien choisir qui fait quoi dans ce système. Et si on regarde comment Istio il va faire pour prendre le contrôle de tout ça, il faut regarder comment il est structuré. Il y a le data plane et le control plane. C'est un pattern qui est très très courant maintenant dans le monde Kubernetes. Le data plane, en fait, ça va être ce proxy. Ce proxy, c'est une petite application qu'Istio va injecter à côté de votre application. Donc là, imaginez une app développée en Micronaut Kotlin, langue choisie au hasard. À chaque fois que votre application elle va vouloir communiquer avec l'extérieur, au lieu de faire cette communication directement avec le monde extérieur, elle va en vrai parler avec le proxy. Le proxy aura réécrit IP table localement pour rediriger toutes les requêtes où il faut. Et il y a une autre application, Python, Flask, dans ce cas-là. La communication, elle va elle-même se faire avec un proxy. Et donc, dans notre cluster, toutes les communications vont être proxy à proxy. Et cet élément-là, donc, il est intermédiaire, il ajoute un tout petit peu de latence, c'est un hop en termes réseau, mais il va vous permettre en fait d'avoir l'information de ce qui se passe sur le réseau et de comment ça se passe. Et puisqu'on a accès à ces données, on est capable de monitorer et de récupérer de la télémétrie pour les injecter dans des outils, on le verra dans la démo, ou dans des outils locaux ou cloud, peu importe. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir monitorer tout ça. Et c'est ce proxy qui fait le taf. Hop, slide suivant. Et la deuxième partie, c'est la partie, le cerveau d'Istio qui va être dans ce qu'on appelle Istio-D, donc le control plane. Le control plane, on peut plus le regarder, en fait, puisqu'on parle d'une topologie réseau, Istio-D va avoir comme taf de piloter tous les proxys pour dire à tous les proxys, bon, toi, si tu veux parler au service B, c'est telle IP. Et cette information-là, Istio-D va la collecter et va l'envoyer sur tous les proxys. On peut se représenter ça en fait comme une base de données éventuellement consistante avec le nœud principal qui est Istio-D et les réplicas qui sont les proxys. Et Istio peut faire de la sécurisation, on le verra dans l'exemple un peu plus tard. La sécurisation, de la même manière, c'est encore une fois ce composant Istio-D qui va le faire pour vous.
Donc si on se représente comment était notre cluster avant une utilisation d'Istio, avant, on avait juste notre service A et B. C'est un peu compliqué de le faire comme ça. On avait juste nos 2 services et c'est tout. Avec Istio, on va rajouter nos proxys dans notre namespace et on va rajouter toute la partie contrôle d'Istio qui est dans son namespace à lui. Et grâce à ça, donc, on va pouvoir détailler les différentes fonctionnalités qu'Istio nous donne et va nous permettre d'être un game changer sur certaines parties. Donc, sur la partie observabilité, l'idée, ça va être de pouvoir, et c'est vraiment l'un des, si ce n'est la feature, qui fait que les personnes passent à Istio. Tout le reste, ils oublient. C'est juste qu'ils ont leurs applis en prod dans Kubernetes, généralement, mais ils ne sont pas capables de les observer. Avec Istio, il y a un paquet d'outils qui viennent automatiquement. Alors après, à vous de choisir si vous les voulez ou pas, ou de les installer différemment, mais qui vont vous permettre en fait d'avoir du monitoring. Si on regarde en fait ce code, moi je suis très développeur, donc si on regarde ce code, vous voyez que la seule différence, c'est du code qui est écrit en mode réactif, la seule différence, c'est ces 2 lignes-là. Le code, dans les 2 cas, marche. Il y a une différence, l'un s'exécute en parallèle, l'autre en séquentiel. Quand vous codez vos tests unitaires, les 2 fonctionnent, sauf que c'est très dur de contrôler le séquencement des appels. Ça, vous allez le livrer en prod. Imaginez que vous livrez la version séquentielle. Avec Istio et tout son outillage de suivi des requêtes, vous allez pouvoir voir, grâce à ce genre de graphe, que la requête A, elle n'overlappe jamais la requête B. On voit bien qu'ici, l'un attend l'autre. Alors, on est au niveau de la milliseconde, donc le schéma est à interpréter. Mais si on passe sur la version parallèle, on voit bien que là, j'ai pu profiter de la parallélisation, qui n'est pas instantanée, encore une fois, on est au niveau de la milliseconde, mais c'est vraiment important parce qu'on peut être amené à livrer quelque chose qui va planter, qui va peut-être marcher, mais peut-être pas marcher aussi bien qu'on veut. Et quand on veut analyser où, pourquoi, quand il y a un problème, d'avoir ce genre de choses, c'est vraiment extrêmement pratique. Ensuite, un autre produit qui est inclus, qui est open source aussi, développé par Red Hat, s'appelle Kiali. Un outil qui va vous permettre en fait d'avoir un dashboard de ce qui se passe dans votre cluster. C'est quasiment un concurrent des cloud consoles, des cloud providers. Grâce à ça, en fait, vous avez un maximum d'informations, que ce soit au niveau de la topologie, au niveau des services qui sont déployés, au niveau des qui parle à qui, pourquoi, comment, les logs, le trafic et compagnie. Vous avez vraiment tout là-dedans. C'est vraiment un outil génial. Et le dernier, Grafana, qui se configure en plus automatiquement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez déployer un nouveau service, vous n'allez pas avoir à coder vous-même le dashboard. Istio sait les métriques qu'il peut vous exposer et va automatiquement créer un dashboard dédié au service en question. Et donc grâce à ça, vous allez pouvoir suivre, c'est le genre de choses que je conseille toujours sur un écran à côté quand vous êtes Ops, un écran à côté qui vous permet de suivre et de monitorer vos services. Et là, quand on voit, tiens, j'ai perdu des requêtes sur la partie haute et on voit que j'ai répondu un peu plus d'erreur 500 en bas. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir avoir built-in grâce à tout ça. Sans avoir à instrumenter vos applications dans votre code, il n'y a aucun changement. C'est le système et l'infrastructure qui vous le permet. Et tout cela, alors je l'ai dit, c'est open source. Ça a un avantage et un défaut. C'est open source, c'est top, ce sont des super outils. Mais tous ces états, toutes ces données, elles sont dans votre cluster. Et donc ces données, vous ne voulez pas les perdre le moment où vous avez un problème en prod. Parce que c'est quand vous avez un problème que vous avez besoin de ces données. Donc ça veut dire qu'il va falloir les chouchouter, ces données, en prendre soin pour faire que le jour où votre cluster il tombe, votre système de monitoring ne tombe pas avec. Donc c'est une responsabilité à prendre et se dire que si j'ai besoin de ça, il faut que je sois capable de manipuler et de gérer des applications à état qui peuvent être un petit peu complexes. Donc c'est un choix à faire, mais l'avantage c'est que si vous y arrivez, vous avez... Alors il y a des solutions alternatives que je vous montrerai après, mais si on y arrive, derrière, on a quelque chose qui permet d'aller vachement plus loin. Deuxième partie, on va connecter nos applications. Donc pour les connecter, tout à l'heure on a parlé de YAML, c'est du YAML, on va continuer sur cette idée-là. Kubernetes n'est basé que sur du YAML, là désolé j'en vois certains qui se... Voilà, mais c'est même encore plus de YAML, c'est-à-dire que vous prenez... Alors ça a un avantage aussi, c'est que c'est pas du YAML propriétaire Istio
seulement. Ça veut dire que si vous faites du Istio, vous pouvez plus déployer 100. Non, vous gardez vos YAML de cube et vous allez utiliser ceux d'Istio en plus. Ça va être une surcouche. Et si demain vous voulez virer Istio, vous virez tous les trucs qui sont dans le namespace Istio et c'est fini, vous pouvez continuer à fonctionner. Et il y a 4 éléments que je souhaitais vous présenter. Alors, il y a les définitions officielles qui pour moi sont un peu barbantes, mais il y a aussi il y a une définition qui est un peu plus simple, c'est depuis tout à l'heure, je vous parle de proxy. En fait, il faut voir les objets d'Istio comme des manières de configurer ce proxy. Le virtual service, c'est comment on configure un proxy quand la requête sort du pod où il est, donc de l'endroit où ça tourne, de votre appli à vous, et qu'elle traverse pour sortir vers le monde extérieur. Et donc, grâce à ça, en fait, on va pouvoir dire, quand ça sort vers cette destination, tu vas sur le subset V1. Et son pendant, de l'autre côté, le destination rule, c'est quand un proxy reçoit une requête de l'extérieur, comment il va router ça sur les autres éléments? Il va les router en fonction des labels et des choses qui sont définies dans cette destination rule. Et en fait, cette petite analogie de trafic sortant et trafic entrant, elle permet de voir un peu mieux comment utiliser ces objets. D'autres éléments intéressants, le service entry, ça vous permet de brancher quelque chose qui n'est pas dans votre cluster, mais de le faire fonctionner comme s'il l'était. Imaginez, vous avez votre propre cluster et vous dépendez d'un cluster tiers quand vous êtes en dev, mais en prod, tout le monde est au même endroit. Pattern assez courant. Mais grâce à ça, en fait, vous allez pouvoir dire, là, je travaille avec l'API de GitHub, mais je veux que l'API de GitHub, je puisse la traiter en interne comme si elle était un microservice déployé. Et donc, appliquer toutes les choses que je vous montrerai. On peut le faire et on va juste déclarer que l'API GitHub, c'est un truc externe, je le déclare comme ça et ça va marcher. Et dernier point, c'est la gateway. La gateway, en fait, depuis tout à l'heure, je parle de communication dans votre cluster, mais s'il n'y a personne qui peut rentrer et faire de requêtes entrantes, vous n'avez pas de métier, vous n'avez rien, ça sert à rien, c'est des boîtes noires. Donc grâce à la gateway, en fait, on va permettre de faire rentrer du trafic. Cette gateway, ce n'est pas l'objet standard cube, mais ce qui est intéressant, c'est que cette définition-là a influencé ce que va devenir la prochaine gateway dans Kubernetes, la version standard. Donc là, c'est juste un objet différent aujourd'hui, mais qui demain aura vocation à être mergé avec le système d'origine. Et petite particularité, les communications de vos pods, de vos applications vers l'extérieur, mais le vrai extérieur, ça veut dire un microservice tiers qui n'est même pas référencé en service entry, vous allez pouvoir forcer grâce à une egress gateway, donc un point de sortie unique. Très souvent, les entreprises veulent faire de la sortie unique pour avoir du filtrage IP, très mauvaise notion de sécurité au passage, mais grâce à ça, vous pouvez le faire. Il faut le dire, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et donc, si on regarde les service entry et le destination rule, on voit le lien assez clair entre ces deux objets qui vont nous permettre de configurer, de faire plein de choses. Et ces choses-là, donc, ça va être de contrôler. Et le but, en fait, c'est que bien que vous ayez 1, 2, 3 ou des milliers de microservices, je vous ai déjà montré la totalité des YAML utilisables pour faire tout et n'importe quoi. En fait, j'ai un petit peu triché. Dans l'exemple précédent, j'ai caché un petit paramètre qui est le match. Match avec critère vide, ça veut dire que je matche tout. Donc tout ce qui part de là tombe à droite. Ok, mais là on va pouvoir mettre plein de choses dans ce critère pour pouvoir faire des choses qui, pour moi, sont le meilleur moyen de livrer en production une application. Parce que si on réfléchit, dans le monde cube, livrer une application, c'est je change le numéro de version de mon conteneur, je publie mon YAML. Si mon application met 10 secondes à démarrer, que j'ai 5 applications, potentiellement en 1 minute, j'ai livré ma V2. Pour moi, c'est pas un pattern cohérent, parce que il peut se passer plein de choses dans cette minute-là, et c'est trop bourrin de livrer une application avec un changement majeur de version ou quoi que ce soit en si peu de temps. On a besoin de recul. Et ce par quoi je commence généralement, c'est le traffic mirroring. En fait, c'est cette idée certains n'aiment pas, mais de tester en production. Ça fait généralement un peu mal au cœur, où on a envie de se dire je vais faire des conneries si je fais ça. Mais en fait là, le test en production, pour moi, c'est la meilleure chose parce que c'est en prod que vous avez votre trafic. C'est-à-dire que si votre application sait encaisser le trafic de prod, et pas de la pré-prod où il y a 3 personnes qui font des tests une fois par an, vraiment tout le trafic de prod, vous êtes sûr que ça va marcher parce qu'il n'y a pas d'étape après la prod. Et le but de ce test en production, c'est de le tester, mais de ne pas embêter les personnes qui vont être sur la prod, c'est-à-dire les vrais clients. Donc grâce au traffic mirroring,
on va pouvoir dire, avec juste un bout de YAML, encore une fois, bon, tout ce qui vient sur V1, tu l'envoies sur V1, pas de problème. Mais par contre, ce qui arrive sur V1, tu vas aussi le dupliquer et l'envoyer sur V2. Donc moi, j'ai déployé V1 et V2 en même temps, et je vais automatiquement faire un mirroring du trafic. Donc là, c'est la partie un peu complexe avec un micro, une tablette au milieu et compagnie. Hop, pour faire le mode démo. Alors, est-ce que vous voyez bien? C'est pas trop petit. N'hésitez pas, si vous voulez, je zoome. Hop. En haut, vous avez un curl qui tourne et qui appelle mes applications. J'ai déployé front en V1, le middleware en V1 et V2. Les deux tournent en même temps et une database. C'est des services fictifs. Là en haut, je fais des appels en continu. Vous voyez qu'IALI, vous avez les animations, vous voyez les petites requêtes. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va livrer la V2 du middleware avec toutes les étapes potentiellement intéressantes. Et donc, ce que je vais faire, si je ne me trompe pas de panne, hop, ici. Donc, c'est joli de pouvoir faussement taper du code. Là, vous voyez le YAML en question. On va dupliquer donc le trafic et l'envoyer donc du front V1 en mirroring sur le V2. Si je l'applique, alors à gauche, c'est la moyenne sur la dernière minute dans les 10 dernières secondes. Donc ça ne va pas réagir en instantané, mais si je force un peu, hop, on va commencer à voir des petites bulles arriver sur V2. Là, vous commencez à les voir arriver. Et donc là, V2 commence à recevoir du trafic, mais techniquement, on voit que middleware est encore appelé en V1. Donc, on n'a rien modifié au niveau applicatif. Le code, c'est le même. Les deux applications tournent. C'est juste que au niveau du proxy, je dis tout ce qui arrive ici, tu le mirrors. Et donc, derrière, moi, ça me permet, en tant que développeur, opérateur, peu importe qui je suis dans ce modèle, de voir mon application recevoir du trafic et pouvoir analyser ce qui se passe. Est-ce qu'elle consomme plus de CPU, plus de RAM? Est-ce qu'elle plante? Est-ce qu'elle retourne des erreurs 500? Je peux suivre tout ça sans pour autant embêter les personnes qui sont sur la prod. Et donc mon business. Pardon. Une fois que j'ai fait ça, on pourrait se dire, bon, bah, c'est bon, livre, maintenant, tu as testé avec ton trafic de prod. Bah, toujours pas. De mon point de vue, il y a un manque parce que j'ai testé, mais vous avez vu que dans ce cas-là, la database, elle se prend 2 fois le trafic. Parce que j'ai volontairement laissé V2 appeler la database. Donc, déjà, faites attention. Si vous avez des trucs qui font des inserts, ça va pas bien se passer. Alors, soit vous mettez 2 databases derrière, une pour chacun, soit vous moquez, vous faites que V2 ne communique pas, ou alors vous redirigez le trafic que sur des éléments de lecture et pas d'écriture. Mais donc, par exemple, dans ce cas-là où si je n'ai pas redirigé du trafic d'écriture, je vais potentiellement vouloir migrer du trafic d'écriture. Et c'est ce qu'on va faire avec du Canary Deployment. Canary Deployment, vous le connaissez peut-être si vous utilisez par exemple Chrome. Vous avez la version Canary. C'est vous, en tant qu'utilisateur, qui décidez d'installer cette version Canary et qui allez utiliser une version 6 semaines avant qu'elle soit publiée. Elle a peut-être des bugs, mais c'est votre choix de le faire. Ben, grâce à ça, en fait, le Canary Deployment, c'est la même chose. Un utilisateur va pouvoir appeler votre service avec un header. Là, c'est moi qui l'écris. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Je dis que si le header version est égal à bêta, je le redirige sur V2. Et par contre, sinon, je le laisse sur V1. Donc, encore une fois, on va passer en mode démo. Donc là, ce shell-ci, maintenant, il va juste faire des appels en rajoutant le header bêta. Là, je n'ai rien changé. V1 bêta. V1 standard. J'applique, donc je lance le script. Donc ça, c'est au cas où il y a un problème. Donc hop, je l'affiche. J'applique les différences. Et là, vous avez vu, de suite, on est passé en V2. Donc là, le trafic n'arrive plus en double sur la database. C'est que ceux qui arrivent avec le header en question vont sur V2. Ceux qui arrivent, ont le truc standard arrivent sur V1. Donc là, maintenant, on va pouvoir commencer déjà à tester des trucs un peu plus choux. Parce qu'on a un workflow qui est dédié à certains types d'utilisateurs. On appelle ceux qui sont Canary. Hop, je repasse sur les slides. Pas du tout. Ici, non. À une main, c'est pas pratique. Donc là, c'est les slides de backup. Et donc ça, encore une fois, rien qu'avec du YAML. Quelques petits éléments YAML qui vont permettre de faire ça.
Là, je le fais sur l'intégralité d'un microservice, mais vous pouvez très bien le faire sur un endpoint. J'ai un client qui l'a fait en juste réécrivant un bout de code d'un endpoint REST en Rust, plutôt que de l'avoir sur de la JVM ou sur autre chose, et qui l'ont juste exposé à un endroit. Donc l'avantage, c'est que ça vous permet de tester un truc et de pouvoir le retirer. Donc vachement pratique. On peut aussi faire des choses très crades avec ça. Un client qui nous a dit, moi je mets 6 mois pour déployer en prod, c'était peut-être l'entreprise de tout à l'heure, je mets 6 mois pour déployer en prod pour rajouter juste un header. Nous, ce qu'on a fait, c'est que pour qu'il ait accès à la nouvelle version, vu qu'on a arrivé à récupérer via un header injecté par les cloud providers le X forwarded for, son IP ne changeait pas. Et si elle changeait, tant pis pour lui. Mais on a juste injecté son IP. Et donc, le client qui nous appelait depuis cette IP tombait sur la V2 qu'on savait être moins stable, mais qu'il voulait utiliser. Donc, ça nous permet de faire ce genre de choses aussi. Et donc, la dernière étape de cette livraison, pour moi, c'est, encore une fois, toujours pas de livrer d'un coup, parce que même si je l'ai testé avec un panel d'utilisateurs qui ont rajouté ce header, si je livre et que je me rends compte après 1 minute que ça va pas, il faut que je roll back. Et donc, pour moi, le ça va pas, il est trop problématique ici. J'ai pas envie que 100% de mes utilisateurs voient que ça ne va pas. Et donc, grâce au traffic splitting, on va pouvoir dire, tu m'envoies, et juste avec quelques caractères encore dans du YAML, certes, mais tu envoies 90% du trafic sur l'ancienne et les 10% sur la nouvelle. Et ça, on va le faire encore une fois sur la démo. Ici. Donc là, on va faire sauter, vous l'avez vu, ça a sauté de suite. Je mets du traffic splitting en 90-10. Et donc, vous allez voir parfois un petit V2 passer. Là, on est vraiment qu'en 90-10, donc une chance sur 10 que ça apparaisse, mais il y en a 4. Donc 4 sur 10 que le V2 apparaisse. Et petit à petit, en fait, là, je vais pouvoir contrôler mon application, voir qu'elle ne consomme pas, qu'il n'y a pas plus d'erreurs ou quoi que ce soit. S'il y en a, je roll back. Et au moins, je m'assure et je contrôle avec les logs qui sont apparus. Et là, petit à petit, je vais augmenter 50-50, ce qui va faire que le V2 va apparaître normalement un peu plus souvent dans cette partie, jusqu'à finir avec un 0% sur la V1 et 100% sur la V2. Et ça, encore une fois, c'est super pratique parce qu'on finit avec un système qui a été monitoré, que je sais est fonctionnel et que j'ai pu suivre et que je peux rollbacker à n'importe quel moment. Et je n'ai jamais éteint V2 et V1 est toujours là depuis le début. Donc au final, grâce à ça, je n'ai perdu aucune requête HTTP et j'ai pu livrer en production une application sans jamais avoir de problème. Parce que s'il y en a, je les suis et je peux revenir. Donc c'est vraiment extrêmement pratique en termes d'expérience développeur et d'expérience opérateur. Alors, on va revenir. Désolé. Et on peut faire ça pour livrer une application, mais on peut le faire aussi tout au long de la vie de l'application. Et avec les slides, c'est mieux. Pardon. Et on peut le faire aussi pour éviter les erreurs. Je vous en parlais tout à l'heure, des notions de retry et ce genre de choses. En fait, vous allez pouvoir les coder directement au niveau de l'infrastructure et plus dans votre code. Dans le code, c'est super chiant à tester un retry, surtout si vous mettez du back-off pour que ne pas faire une retry storm, de ne pas rappeler et flouder un service. Mais là, vous allez pouvoir le dire directement avec un bout de YAML vers ce service, tu retry un certain nombre de fois. Votre app, elle fait un appel, un seul, et c'est le proxy qui va faire l'appel l'appel qui va bien. S'il échoue une fois, il le refait jusqu'à atteindre la condition ou bien que ça fonctionne. Et encore une fois, ça, c'est plus au niveau de votre app, c'est l'infrastructure. C'est comme si on vous disait, les tuyaux dans le réseau, maintenant, ils sont fiables à 100% et le système va prendre en compte les erreurs pour vous. Un autre élément, c'est le rate limiting. J'ai très souvent livré des applications dans des clusters face à des applis, donc c'était des applications un peu legacy, mais face à des applis qui étaient, elles, très cloud native. Résultat, elles balançaient un max de requêtes. Ces applis-là, si vous les floudiez de requêtes, à la fin, elles tombaient. Et ça, techniquement, pour ta prod, c'est pas top. Donc, grâce à ça, en fait, on peut livrer des applications un peu legacy et dire, s'il y a tu vas empêcher qu'il y ait trop de requêtes dessus. Donc, votre système qui est en amont, lui, va pas s'en rendre compte. Quand il va faire des appels et qu'il y en aura par exemple 2 applications qui vont appeler en même temps, la deuxième, elle va se faire jeter, il y aura une erreur.
Et à vous, potentiellement, peut-être de rajouter une notion de retry pour la seconde, par exemple, pour que ça s'ordonne. Mais au moins, vous assurez que cette application, elle n'acceptera pas plus que X requêtes par minute, parce que si ça dépasse ça, vous savez que votre système, il va tomber. Et un autre principe qui est assez intéressant, c'est le pull ejection. C'est un petit peu... Dans le monde Kubernetes, en fait, la notion de readiness, un service, est-ce qu'il est prêt à accepter du trafic, mais sous stéroïde. En fait, l'idée, c'est si un service fail, sur n'importe quel endpoint, dans mon cas, c'est une destination rule, sur n'importe quel endpoint, si vous commencez à avoir des signes de le serveur ne va pas bien, tu vas le mettre au frigo. Donc là, les caractéristiques, elles sont un peu violentes, ne mettez pas ça en prod. Mais l'idée, c'est que si l'application appelle et fait un truc, et que la requête échoue, le système, il va dire, cette application-là, elle a un problème. Mais vous n'avez pas forcément envie de la tuer, parce que peut-être qu'elle est en train de faire un job de traitement batch, de loading de données tierces, c'est quoi que ce soit, et que si vous l'arrêtez en plein milieu, soit c'est la merde, soit vous allez finir à devoir recommencer de zéro. Là, en fait, le système, vous lui dites, bon, si elle est pas dans un état cohérent, laisse-lui 5 minutes, laisse-la respirer, tu la mets de côté, le reste du monde va continuer à vivre pendant ce temps-là, les requêtes vont passer, et 5 minutes après, l'appli, elle va être remise dans la notion de réseau au niveau Istio, et elle recevra de nouveau du trafic. Ça permet de laisser passer l'orage qu'elle s'est pris peut-être pour une autre raison, de lancer un garbage collector ou quoi que ce soit que le système sous-jacent va faire, mais au moins comme ça évite de redémarrer des applications qui des fois mettent un peu de temps à démarrer, donc ça peut être un bon pattern plutôt que de constamment tuer des applis et de les faire redémarrer. On peut le voir comme ça, effectivement. Donc, tous ces éléments-là, ça va vous offrir de la résilience dans votre système en le faisant sans code, mais directement au niveau de l'infrastructure. Et vu qu'on peut faire tout et n'importe quoi au niveau de l'infrastructure, on va pouvoir faire des trucs un peu fun, qui est d'injecter des erreurs. Parce que perso, j'aime pas avoir des problèmes en prod si c'est pas moi qui les ai injectés. Et si c'est moi qui les ai injectés, c'est que je sais où ça pète. Et si je me dis, bon tiens, ce bout de code-là, c'est un truc assez courant, on va chercher dans un cache. Si le cache n'est pas là ou que la data n'est pas dans le cache, je vais le chercher dans la BDD. À tester en prod, c'est super galère, ou même sur un vrai environnement, parce que les caches, ils sont faits pour démarrer vite. Donc, générer une requête qui tombe pile poil au millième de seconde au moment où le cache n'est pas là, compliqué. Avec du Istio, vous allez pouvoir injecter de l'erreur et dire que, par exemple, 10% du trafic, il finira en erreur 400. Et c'est vous qui allez valider que le système marche en injectant des erreurs. Et alors, maintenant, c'est un métier, c'est le chaos engineering. On va injecter ça sans que les personnes ne le sachent. Et on va injecter ça et on va voir si le système tombe. Techniquement, il y a des personnes dédiées à ça. Chez Netflix, eux, ils font même pire, ils débranchent des machines, ils éteignent des clusters et compagnie. Là, on va le faire un petit peu plus simple, mais au moins, ça permet de jouer avec ce genre de choses. Et encore une fois, vous ne faites pas forcément un microservice complet, vous pouvez le faire sur une URI, un scheme ou un endpoint particulier. Dernière partie des 4 grosses sections sur Istio, la sécurité. Donc la sécurité, c'est le deuxième truc après la partie monitoring. Je ne sais pas à vous, mais moi, on m'a toujours parlé de mutual TLS. Et quand vous allez par exemple sur un site internet, vous faites du TLS dans un sens, vous allez sur un site HTTPS. Le mutual TLS, c'est le fait d'avoir son authentification dans les deux sens. C'est-à-dire, c'est comme si vous alliez sur un site internet, mais qu'en plus, pour prouver votre identité, vous envoyez votre certificat. Ça, le faire au niveau applicatif, dans les environnements sécurisés, défense et compagnie, c'est très demandé. Parce que ça permet d'assurer que celui qui parle, les deux qui parlent, se connaissent et savent et sont certains de qui ils sont. Coder ça déjà dans des technologies qui se ressemblent, c'est une horreur. Coder ça, puisqu'on fait du langage agnostique, avec des technos différentes, bonne chance. Et perso, c'est le truc qui est saoulant. Parce que pourquoi dans mon métier, j'ai pas besoin de ça. C'est plus pour me sécuriser, mais ça n'a jamais été un métier que de faire et d'implémenter ce genre de choses. C'est juste pour se sécuriser. Avec Istio, vous allez pouvoir le faire avec 2 fichiers YAML. Vous allez juste dire, dans ce namespace, tu fais du strict, et là, avec le étoile, tu le fais sur tous les éléments. Et au final, ce qui va se passer, c'est que Citadel, il va venir, donc Istio-D, il va venir publier des certificats sur les proxys,
Et les proxys vont les utiliser pour communiquer entre eux. Et vu que ces certificats permettent de signer les requêtes dans les deux sens, vous allez être assuré que même s'il y a quelqu'un qui se met sur le réseau ici et qui écoute, ce sera chiffré. Et gérer du TLS, c'est une chose, l'implémenter, le faire une fois. Mais normalement, gérer du TLS, de la mutuelle TLS, ça se fait au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que votre certificat qui a été publié, là, il faut le faire tourner. Parce que plus vous allez voir de trafic passer avec un certificat, plus il va être facile de retrouver ce certificat et donc de casser le chiffrement. Et Istio va aussi permettre de faire ça, de changer, de faire la rotation des certificats. Donc, le premier qui me dit que gérer du TLS en prod, c'est simple, c'est que généralement, il ne l'a pas fait. Là, avec ça, on n'a rien à faire. Le système le fait pour nous. Et vraiment, il est assez complexe pour avoir mis les mains dans le code de ce truc-là. C'est assez complexe pour dire vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Autre partie sur la sécurité, puisqu'on a accès au réseau, encore une fois, on peut faire des choses comme de l'authentification et de l'autorisation as a service avec le proxy. En fait, vous allez juste déclarer, je ne sais pas si vous connaissez les principes de... Alors, je ne demande même pas les principes, mais les tokens JWT, donc c'est une sorte d'identité numérique que vous avez qui contient votre identité. Vous allez pouvoir déclarer un émetteur de tokens et quelqu'un va pouvoir, donc dans votre cluster, vous allez pouvoir déclarer ça pour dire que tiens, c'est un customer, donc quand il appelle un truc qui a un label app UI, sur tel truc, il aura le droit d'appeler en get tous les /orders, à condition qu'il ait son claim JWT, donc ça c'est dans le nommage JWT, customer. Et donc là, encore une fois, vous n'avez rien implémenté au niveau de votre appli. Toute la sécurisation des endpoints, donc ce n'est pas du grain fin, c'est au niveau du endpoint, ça va être fait par ce système-là. Le système va prendre le token JWT, le décoder, regarder la valeur, laisser passer la requête si ça match. Si ça ne matche pas, il jette, et c'est l'appelant qui doit se débrouiller avec ce truc-là. Et donc ça, vous allez pouvoir le faire directement parce qu'on a un intermédiaire, et cet intermédiaire sait faire ce genre de choses. Et donc là, avec de l'observabilité, oui, 3 minutes, on va courir. Observabilité, merci. On connecte, on contrôle et on sécurise, on peut faire plein de choses. Et on peut même aller un tout petit peu plus loin, et on va aller un tout petit peu plus vite. En fait, ce proxy que je vous montre depuis tout à l'heure, c'est Envoy. Et on peut y injecter du code custom. Donc si vous voulez, alors là c'est un peu du Hello World avec du Lua dans du YAML, c'est moche, mais on peut faire des choses. Un des cas d'usage, c'est par exemple de sortir le token JWT dont je vous parlais, le décoder, et le mettre dans un header pour que votre appli, elle n'ait plus à le décoder ce token JWT. Demain, vous changez de méthode d'authentification. Vous avez juste à changer la méthode de décodage d'authentification et l'appli, elle n'a pas à changer son code. Encore une fois, d'autant plus simple. Et le Lua dans du YAML, c'est moche, donc on peut le faire avec du WebAssembly. Et le WebAssembly, vous avez le choix, C++, Rust, Go, Kotlin. Tous les langages qui se compilent en WebAssembly sont utilisables. Et vous allez pouvoir même publier des plugins directement sur le Assembly Hub ou en récupérer qui font peut-être ce que je viens de vous décrire de gérer des tokens JWT. Dernière partie sur la Mesh Expansion. Oh, c'est compliqué à dire ce truc à chaque fois. C'est en fait, vous allez avoir des services qui tournent dans votre cluster cube, c'est cool, mais des fois, il y a des choses que vous ne voulez pas être dans le cluster. Une database Postgre, par exemple, vous savez bien gérer ça et en production dans une VM. Et vous allez pouvoir faire que installer ce proxy avec un apt get install, par exemple, et le connecter à votre cluster. De l'extérieur, ce sera un service qui tourne comme s'il était dans votre cluster et vous allez avoir tout le monitoring qui va avec. Il y a énormément d'autres choses. Faute de temps, n'hésitez pas à aller regarder, la doc est extrêmement complète, les contributeurs sont très bons là-dessus. Comment on démarre pour faire du Istio ? Istio-CTL, il y a une ligne de commande, c'est assez courant dans le domaine, install. Il y a un opérateur, il est en ce moment en train d'être mis en pause, ils essayent de stabiliser plutôt l'Istio-CTL et de rajouter du Helm pour ceux qui en ont besoin, mais l'opérateur existe. Il y a énormément de paramètres. Ne les lisez pas tous. À chaque fois, je mets à jour ce slide. Il y en a énormément parce qu'il y a énormément d'outils. Tous les Grafana et compagnie que je vous ai montrés, tous ces paramètres-là finissent là-dedans. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fourni des profiles. Ce que j'ai fait, c'est avec le mode démo. Il y a des modes prod où ça installe le strict minimum. Et vous avez des systèmes automatisés. Moi, je travaille sur Google Cloud. Créer un cluster cube, c'est 4 clics dans une IHM ou du Terraform ou de la command line. Istio, c'est juste un paramètre. Je veux Istio et ça va me l'installer et le gérer pour moi.
Et vous allez avoir automatiquement le monitoring qui va être géré par la Cloud Console et non plus dans votre cluster avec du Grafana et compagnie. C'est directement intégré au système. Donc ça veut dire que si vous avez du cube et d'autres choses, vous allez tout voir au même endroit. Et vous n'avez plus à gérer l'état de vos clusters à l'intérieur avec ces données de monitoring, mais vous allez tout avoir sur une Cloud Console dédiée. Et ça, c'est vraiment pratique. Moi, ça, j'adore. Les traces distribuées comme ça, en plus avec GCP, on a même l'inclusion des logs. Donc vous voyez que pour une requête, où c'est passé et les logs qui ont été affichés par cette requête. Ça, c'est vraiment top. Et je me dépêche, Cloud Monitoring, la version ++, avec Anthos Service Mesh, vous avez ça directement managé en dehors de votre cluster, encore une fois, et vous pouvez voir ce que j'ai fait avec Kiali, en fait. Vous allez l'avoir directement sur la Cloud Console. Donc c'est vraiment très pratique. Et pour des ops qui aiment bien faire du clic-clic dans une IHM, il y en a peut-être, vous pouvez faire le traffic routing et tout directement par ces éléments-là. Et derrière, des métriques à n'en plus pouvoir, jusqu'au le Site Reliability Engineering. En fait, c'est le fait de pouvoir contrôler comment se passent vos mises en prod au fur et à mesure du temps et savoir que peut-être que votre application elle marche, mais qu'à chaque nouvelle livraison, vous avez perdu 100 millisecondes de temps de réponse. Mais grâce à ça, en fait, vous allez pouvoir, sur une ligne de temps, comparer, depuis 1 an, sur tel endpoint, on a perdu en performance. Et on va pouvoir mettre ce qu'on appelle des SLO, SLI, des objectifs avec des indicateurs. On va pouvoir dire, ce endpoint-là, il doit répondre en moins de 500 millisecondes. Et vous allez voir au fur et à mesure du temps votre capacité à répondre dans les temps impactés. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Istio, pour finir, vous l'avez partout. Et même chez Scaleway, vous pouvez l'avoir. Alors, il n'est pas managé. Vous pouvez installer la version open source. Chez les autres qui sont ici, ils sont en mode managé en plus. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je pense que j'ai du temps pour des questions, parce qu'il n'y a personne pour me virer. Encore. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que je peux intégrer avec les... Oui, le proxy s'intègre avec du Kafka, du PubSub, je sais pas te dire, parce que alors PubSub, tu peux parler à PubSub en HTTP, donc techniquement oui. Mais après, je sais qu'il développe des protocoles dans le proxy qui supportent Kafka, Nats et plein d'autres choses. Postgre, par exemple, a été intégré récemment pour avoir du monitoring en plus, alors qu'à l'origine, il n'y était pas. Mais ça arrive. Mais je pense que oui, sur du PubSub, ça ne m'étonnerait pas, sachant que chez Google, ils utilisent Envoy partout dans leur infrastructure, dont devant PubSub. Donc techniquement, il doit y avoir. Et ce sera le mot de la fin. Merci à toi.